Je vous ai écouté hier sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez dit que le président Trump, c'est pas à Évian qu'il aurait dû aller, c'est à Vichy. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. Moi, je cite le Hervouet. C'est-à-dire que Qu'est-ce que vous vouliez dire? Le protocole d'accord ressemble à une sorte d'armistice un peu honteux, oui. Et puis non, c'est l'âge. Il a 80 ans. L'État était juste un petit peu plus âgé. Et il ne faut pas croire que ce soit l'âge de la sagesse. C'est souvent celle des caprices, celle de l'aveuglement. Et en l'occurrence, je trouve que l'accord qui est signé est grosso modo, pour faire simple, c'est pas terrible, c'est une véritable catastrophe. Ça donne à l'Iran une souveraineté sur toute la région. Ils vont vassaliser tous leurs voisins. Ça donne au Hezbollah quartier libre, les mains libres au Liban. Ça donne... Non, franchement, c'est pas glorieux. Et puis la faiblesse de l'Amérique, ça va se payer. On va voir le sujet de Valentin Rouillant et puis on écoutera évidemment Donald Trump sur son accord et puis le président Macron également. Valentin Rouillant. Nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer et sous 2 à 3 jours le porte-avions avec les frégates qui l'accompagnent et l'ensemble du groupe. Faut-il une coalition internationale pour garantir la réouverture durable du détroit d'Ormuz? Face à Donald Trump, Emmanuel Macron est optimiste. Comme l'a dit le président, peut-être que ça ne sera pas souhaité. Et peut-être que ce ne sera pas nécessaire, mais en tout cas, c'est une disposition qui marque notre volonté d'aider, de soutien et notre disponibilité. Et nous sommes prêts. Le président de la République a de bonnes raisons de s'investir. La France figure parmi les nations les plus performantes au monde en matière de déminage maritime. Un peu plus tôt, à l'arrivée du président américain, la poignée de main entre les deux hommes en dit long. Donald Trump n'a besoin de personne. Je crois que nous n'aurons pas besoin vraiment d'aide puisque le détroit sera ouvert et il n'y aura pas de péage. Donc je ne pense pas que nous aurons besoin de l'aide d'autres puissances. Donald Trump finit par reconnaître que la France n'est peut-être pas si inutile dans cette histoire. Bon, là on voit le langage corporel par exemple et c'est terrible le langage corporel. Il regarde à peine le président Macron. Il ne regarde pas du tout même. Oui, il ne le regarde pas du tout. Non, mais surtout, Et puis, l'autre propose son aide et lui dit « j'ai pas besoin de votre aide », si j'ai bien compris. Oui, c'est à peu près ça, oui. Mais c'est pas qu'il propose de l'aide. Ça fait des semaines, des mois qu'on se prépare à se porter, à entrer dans le jeu, à jouer un rôle, et un rôle évidemment essentiel, donc à sécuriser le trafic maritime dans le détroit, à déminer. Le porte-avions est sur zone, c'est-à-dire qu'il est à l'ancre au large de Djibouti où l'équipage dépérit. Comment faut interpréter ça? Parce que les Américains n'ont besoin de personne, c'est seulement pas de voir les Européens revenir dans la danse. Et Donald Trump ne fera aucun cadeau. La France peut offrir le gîte et le couvert. Mais jouer les casques bleus, avoir vocation à être le casque bleu et à faire dans le Golfe ce qu'on fait au sud Liban depuis 1978, il n'en est pas question. Et peut-être qu'il a tort. Peut-être que Donald Trump a tort. Pour l'instant, tout va bien. Tout va pour le mieux, profitons-en. Là, on a quelques jours jusqu'à vendredi où tout va bien. Écoutons Trump sur l'accord. Écoutons Trump. L'accord est quasiment signé. Le détroit est pratiquement réouvert. Alors, vous savez qu'il faut aller éliminer certaines mines qui ont été posées. Enfin, on avance bien. Vendredi, le détroit sera entièrement ouvert. Puis surtout, ce qui est important, c'est que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Et là, on s'en est bien entendu là-dessus. Il renonce à l'arme nucléaire et c'était évidemment l'objet principal de toute cette histoire. Sinon, ils étaient sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. Donc, d'abord, on a mis fin à l'accord signé par, ou plutôt orchestré par Obama, qui était en fait la voie ouverte à l'arme nucléaire pour les Iraniens, un accord qui était très mauvais pour les États-Unis puisqu'on accordait des milliards de dollars à l'Iran. Je pense que nous arriverons à avoir une relation de travail. Et puis bon, évidemment, si on n'arrive pas à s'entendre, on va retourner à la case départ, mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Bon, il insiste sur le fait que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, comme pour justifier toute cette séquence. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, d'ailleurs. Est-ce que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire? Non, mais
cet accord, on n'en connaît pas le détail. On voit qu'il est mis en scène, qu'il y a eu une signature électronique hier, que vendredi, il y aura une signature officielle. Donald Trump aurait bien aimé signer avec le fils de Khamenei, le guide suprême que personne n'a encore vu depuis 2 mois et demi, mais on lui a finalement, après 48 heures, on lui a finalement expliqué, dans son entourage, que ce serait difficile de rencontrer personnellement M. Khamenei, Mojtaba, et de signer avec lui, parce que Mojtaba, sans doute, auquel Donald Trump a fait perdre son père, sa mère, sa femme, son fils, sa fille, sa nièce, l'enfant de sa nièce, serait très difficile de lui serrer la main. Il a sans doute un peu de ressentiment, outre le fait que personne ne sait s'il est mort ou vivant. Bref, fermons la parenthèse. L'accord sur le nucléaire est absolument obscur. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir 60 jours pour en discuter. Les Iraniens ont fait une très grande concession. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'arme nucléaire. Mais c'est ce qu'ils répètent depuis le début. Depuis 40 ans, ils prétendent ne pas vouloir d'armes nucléaires. On ne comprend pas très bien pourquoi ils enrichissent l'uranium à ce niveau. S'ils ne veulent pas d'une arme nucléaire, ça ne sert qu'à ça. Mais ils prétendent qu'ils ne veulent pas de l'arme nucléaire, que c'est même contraire au Coran. Bon, là, on va rouvrir... Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, cette guerre aura servi à rouvrir un détroit qui était ouvert avant la guerre. Ça, c'est vrai. Moi, souvent, je résume ça comme ça. C'est un très bon résumé. Bah oui, c'est terrible. Et donc, nous avons un accord déjà signé électroniquement, là, qui permet de tenir jusqu'à vendredi, où on va signer d'une manière officielle, et après, on pourra, pendant 60 jours, essayer de discuter d'un accord qui est absolument introuvable. Georges Fenech. Non, mais ce qui nous rend Tout ça est très encourageant. terriblement amer, Oui. c'est qu'un régime obscurantiste, moyenâgeux, a gagné contre la première puissance mondiale. Et on ne peut que penser au peuple iranien qui continue à être pendu en place publique. On ne peut que penser aux Israéliens qui sont toujours à portée du Hezbollah. Et ces promesses de mettre un terme au nucléaire n'engagent que ceux qui y reçoivent, bien entendu. Donc, on est très amer, quoi. Voilà. Et c'est quand même la naissance, moi j'ai l'impression, d'une grande puissance. Elle était déjà, l'Iran. Mais ce régime des gardiens de la révolution est devenu la grande puissance régionale, aujourd'hui, qui n'a plus de compte à rendre finalement à personne. Ah ben qui va vassaliser tous ses voisins, les petits Émirats qui ont vu leur vitrine voler en éclats, leur modèle économique est ruiné, se soumettent, vont faire allégeance, et tout le Moyen-Orient va être sous la domination telle qu'il se présente. C'est une vision un peu pessimiste, mais tout le Moyen-Orient va être sous la souveraineté, sous la dépendance d'un pays de 100 millions d'habitants, puissant, résistant, tenu d'une main de fer. Et effectivement, en plus, c'est un régime... Charlotte Dornelas, qui ne s'est pas exprimée. Non, mais moi, je veux bien poser une question. C'est comment vous expliquez justement que Donald Trump signe finalement cet accord qu'il aurait pu signer il y a un mois ? Parce qu'on était déjà sur les mêmes enjeux. Parce qu'il y a un mois, il y avait encore l'espoir qu'il cède, sans doute. Et puis l'important, c'est de... à quel point il était endurant. L'important, c'est de durer dans la guerre un jour de plus que l'adversaire. Ouais, c'est aussi un résumé assez classique de la guerre. Mais hier, et ça qui est intéressant aussi, les armées. L'Amérique n'arrive pas à mettre à genoux l'Iran avec la première armée du monde. Poutine n'arrive pas à mettre l'Ukraine à genoux avec une armée sans doute très performante. Israël a du mal avec le Hamas, manifestement, à éradiquer complètement le Hamas avec son armée également. Je l'ai dit hier, c'était parfois contesté d'ailleurs autour de la table. Ce que je dis là, c'est vraiment une phrase de béotien. Je ne suis pas un spécialiste, bien évidemment, comme vous. Je vois ça de loin et je me dis, mais ces armées-là, elles n'arrivent pas manifestement. Alors on m'explique que c'est des drones, on m'explique que c'est ceci. Mais alors pourquoi enclencher une guerre si tu la gagnes jamais ? Non, mais les trois armées sont très différentes. Les sûrement, trois conflits ont vraiment des différences. Mais sûrement, Vincent. Les Américains n'ont pas mis un homme au sol, les Israéliens en perdent. Sûrement, Vincent, mais je m'aperçois que les trois n'ont pas gagné, c'est tout. C'est vrai, non, vous avez raison. Là, et c'est une phrase simple. La supériorité militaire, là, ce qu'on vient de voir dans le Golfe, c'est l'étalage d'une puissance militaire extraordinaire. 28 000 frappes, au moins, sur et ils n'ont pas réussi à faire tomber ce régime. Voilà, non, mais... Alors que disait Trump, ça va être l'apocalypse. Si vous ne mettez pas votre peau en jeu, la puissance qu'ont les Ukrainiens, c'est qu'ils sont habités par un sentiment de résistance qui a fait exister l'Ukraine qui avant n'existait pas. C'est en quoi la guerre est extraordinaire. La force des Israéliens, c'est qu'ils ont vraiment un défi existentiel à relever et qu'ils sont prêts à y aller.
Et tout le pays est derrière les dirigeants. La force des Iraniens, c'est qu'ils sont prêts à mourir sans lâcher un centimètre. Les Américains, ils sont à 10 000 pieds au-dessus du sol. Donc, ils font la guerre, 0 mort. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Il faut avoir le temps, pas d'élection en vue, la capacité à endurer. Eh ben oui, ça c'est le b.a.-ba de la guerre, c'est vrai. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas quand même, c'est l'état d'affaiblissement aujourd'hui de l'Iran. Olivier de Lagarde. Non mais tout le monde parle effectivement de la victoire symbolique de l'Iran, elle est indéniable aujourd'hui. Néanmoins, ce pays aura subi des pertes militaires extrêmement importantes, mais ça... On n'en sait rien. Bon, Olivier, j'entends ce que vous dites, mais que dit la presse ce matin? Puisque je rappelle que vous faites la revue de presse sur Europe 1. C'est quoi la couleur, le ton de la presse? La couleur de la presse, c'est on tape sur Trump, de toute façon. Il y a un éditorialiste qui, de manière un peu courageuse, Nicolas Bétou, elle est à la une de l'opinion, dit en fait, peut-être que Trump n'est pas si idiot que cela. Peut-être qu'effectivement, il a permis quand même d'affaiblir suffisamment l'Iran. Peut-être qu'il a... tout le monde dit de toute façon la bombe atomique, personne n'en sait rien. Mais comme on n'en sait rien, comment peut-on affirmer l'inverse, quoi? Si ça se trouve, Trump a véritablement fait gagner 30 ans au reste de la région, quoi. Sauf que, je ne sais plus qui disait ces dernières heures, la rue arabe, ça existe. Oui. Bon, en tout cas, la rue arabe, elle dira l'Iran a gagné. Ah, mais pas que la rue arabe, mais la rue sénégalaise, la rue indonésienne. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. La Chine est au balcon. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Tout le monde a vu que l'Amérique a été défaite. Et la rue française de gauche. Non, mais vous avez raison sur Mais en effet, le monde entier constate. Parce que ce que disait Vincent tout à l'heure, moi, me semble intéressant pour analyser. On n'en sait rien. On sait quand même que ça fait en effet 40 ans que l'Iran trompe tout le monde en expliquant qu'ils ne veulent pas de cette bombe. Et Donald Trump lui-même dit aujourd'hui, c'est bon, j'ai obtenu le fait qu'ils me disent qu'ils ne veulent pas de la bombe. On se dit, bon, tout ça, pour qu'ils répètent ce qu'ils ont toujours dit, de facto, jusqu'à même que Donald Trump lui-même casse l'accord qu'avait signé Obama, et que là, les Iraniens disent, bon, on n'est plus engagés par rien. Donc finalement, le bilan de Trump sur l'Iran, il est quand même compliqué. Oui, sauf que tout ça pour ça laisse croire qu'on se retrouve le 28 février et que les négociateurs qui avaient rendez-vous à Genève le lendemain se retrouvent à Genève finalement et qu'on recommence comme s'il ne s'était rien passé. Or, il s'est passé quelque chose. L'Amérique a été défaite. Ça, c'est un point essentiel. Et les conséquences, il va falloir les assumer. Elles seront longues. Peut-être que l'Amérique a raison de miser désormais sur l'Iran comme puissance régionale, soutenue par la Chine, soutenue par la Russie et désormais par les États-Unis. On va voir. Bon, les relations, pas habiter dans le coin. Les relations Trump-Macron, elles nous intéressent. Écoutons. Emmanuel est un ami très particulier. Nous avons une relation spéciale. Nous avons travaillé ensemble sur de nombreux accords, de nombreux projets. Alors, l'accord est quasiment signé. Le détroit est pratiquement réouvert. Bon, je citais hier au Quai d'Orsay, il y a une sorte de petit annuaire comme cela où lorsqu'on dit par exemple un tempérament original, ça veut dire que le type est complètement cinglé. Lorsqu'on parle d'un esprit agile, ça veut dire qu'il a aucune réflexion solide, que c'est un courtisan, qu'il est prêt à tout, que c'est une anguille. Alors je pourrais vous en citer pareil. Lorsqu'on dit c'est un bon vivant, ça veut dire que c'est un alcoolique invétéré, coupable de graves impairs à partir de 4h l'après-midi. Bon, c'est le langage du Quai d'Orsay, donc ça m'amuse assez de le citer comme ça. Là, il dit c'est un ami très particulier, ce qui veut rien dire. Ses partenaires particuliers, c'est une vieille chanson d'ailleurs qu'on aimait bien dans les années 80. Et que Donald Trump ne doit pas connaître. Que Donald Trump ne doit pas connaître. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est un ami très particulier? Attendez, c'est très simple. D'abord, il est particulier dans le sens où c'est le seul, les deux hommes là sont les seuls survivants du dernier G7 qui soit passé en France. C'était à Biarritz, il y a 7 ans, puisqu'il y en a 7 que ça change tous les ans. Dans tous les 7 ans, ça revient en France. Là, c'était à Biarritz, maintenant c'est à Évian. C'est toujours une ville d'eau, vous me direz. Mais un ami très particulier, c'est une façon de dire que, justement, il s'en fout éperdument. C'est-à-dire que c'est le sommet des has-been, hein, vous avez remarqué. Les Européens qui sont réunis aujourd'hui à Évian sont tous des losers, pour reprendre un mot américain. Vous avez le Britannique qui a crevé tous les sommets de la popularité, l'Allemand qui est honni dans son pays après un an seulement de règne, le Français qui est en fin de mandat, comme chacun sait, n'épiloguons pas. Même
l'Italienne a perdu quelques plumes, et le Canadien vient de perdre 8 points dans les sondages. Vous avez vraiment, sur le G7, il y a la japonaise qui va bien, mais autrement, Trump peut arriver au milieu des nains en ayant l'impression Est-ce que la de presse le dit triompher. comme Oui. Vincent Hervouet, Non, le la sommet presse, des Allemands, malheureusement, le la sommet presse des ne has-beens, parle le pas comme sommet des Vincent losers. Hervouet. Heureusement, Des- un peu de pluralisme, s'il vous Non, mais plaît. c'est bien le sommet des has-beens, le sommet. Oui, oui. C'est pas très. C'est Les pas très éclopés, optimiste. le sommet des éclopés. Non, mais je suis Voilà. d'accord avec vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Dans une ville d'eau, c'est ce qu'on s'attend à trouver, des éclopés. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, alors on va C'est-à-dire parler. qu'il y a un peu plus de nuances dans Non, le- mais- Oui, oui, dans la- je suis schématique. Je suis d'accord avec vous, mais surtout, c'est grossier. c'est pas. c'est Vous voulez pas- que je peux vous le faire à la façon du Quai d'Orsay, oui. Ah ben j'en ai. Hier, j'ai cité hier soir pas mal de petites comme ça. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Par exemple, vous savez quand on dit au Quai d'Orsay, c'est un bon camarade. C'est-à-dire que c'est un nul. Voilà. Un homme sympathique, il est débile. Quasiment, c'est l'idiot du village. Donc c'est une grande. Alors il y a plein de choses. Ça m'a vraiment fait rire. Par exemple, un talent d'analyse. Bon, ça c'est un type qui coupe les cheveux en 4, qui est incapable de synthèse. Voilà. Mais vous- Tout est comme ça. Bon. Ça, c'est la confraternité. Mais Oui, c'est oui. l'understatement, surtout. C'est évidemment, oui, on ne dit Oui. pas les choses d'une manière trop Bien sûr. abrupte. pour Je vous les cite laisser le entendre. dernier parce que ça me fait rire quand on dit au Quai d'Orsay qu'un type est génial. Alors ça, c'est pire que dangereux, à maintenir dans des emplois sans la moindre responsabilité. Il serait Donc, capable c'est de tout. C'est très très rigolo. Bon, parlons de Netanyahou, parlons d'Israël, parce qu'effectivement, faut pas être ami avec Trump, hein. Le Danemark s'en souvient, Israël, pourquoi pas la France. Ces amitiés sont quand même assez étranges. C'est pas un ami fidèle. Le Danemark oui. était l'ami historique. Boum, on lui pique son Groenland en 2 coups de cuillère à peau, si j'ose dire. C'est un peu trivial. Il n'a Bon, pas réussi à le lui piquer. Oui, mais vous Et comprenez. il ne fait rien du Groenland. Et là, de la même manière, la relation avec Israël, elle est abîmée. Amérique. Ah ben, c'est l'un des alors, succès des Iraniens. Oui, bien sûr. Mais, et comment? Alors, écoutons Monsieur Netanyahou. Le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État d'Israël de la menace d'une destruction nucléaire. Si nous n'avions pas agi au moment où nous l'avons fait, et avec la même intensité, notamment lors de l'opération Am Tel Aviv, puis lors de l'opération Rugissement du Lion, dans le cadre d'une coopération historique avec le président Trump et l'armée américaine, si nous n'avions pas agi de la sorte, l'Iran disposerait déjà de bombes atomiques. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que des millions de citoyens israéliens, vous qui m'écoutez en ce moment, auraient tous couru un terrible danger de mort massive. Bon, alors ça, c'est quand même l'autre chapitre essentiel de cet accord. C'est-à-dire, quid d'Israël aujourd'hui? Ah ben, ils sont devant un défi redoutable, à la fois au Liban. Oui, ils ont été abandonnés en race campagne, c'est le cas de le dire. Et quelles sont les conséquences? Américains. Quelles sont les conséquences? C'est très difficile de dire les conséquences à moyen, même à court terme, parce qu'on ne sait pas du tout. Là, on est dans l'euphorie, le lâche soulagement, le pétrole va affluer, couler partout. Et donc, on en profite là pendant les quelques jours qui précèdent la réouverture. Mais en réalité, personne ne sait comment les choses vont tourner. C'est pas pour rien que les Français proposaient d'envoyer un porte-avions et puis toute une armada dans la zone pour sécuriser. En réalité, personne ne sait comment les Iraniens vont se tenir dans les semaines qui viennent. Donc, il y a encore une marge de manœuvre pour les Israéliens. Mais a priori, Israël n'a véritablement aucun intérêt à cette trêve telle qu'elle a été négociée par les Américains. Olivier de Lagarde. Pardon, mais les seuls qui ont une colonne vertébrale dans ce conflit, ce sont les Israéliens. Eux, ils sont en guerre depuis 70 ans, finalement, avec leurs voisins. Là, la guerre, elle a été poussée de manière extrêmement aiguë. Finalement, ils ont remporté un certain nombre de succès. Ils ont gagné du temps. Israël, il faut bien se dire une chose, la stratégie d'Israël, c'est on gagne du temps. Parce que nous, on a peur de disparaître. C'est existentiel. Oui. Israël est une île qui est entourée par des millions de gens qui leur sont hostiles. Et le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus. Bon, le programme... Les Israéliens n'ont jamais été aussi impopulaires dans le monde. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment un souci. Oui, depuis Ils le 7 sont, octobre, que bien ce sûr. soit qu'ils soient dos au mur, que ce soit le village dans la jungle ou la villa dans la jungle, ça, bien sûr. Là, il y a quand même une grande déception. Il y a d'abord une frustration parce qu'on a pensé que après le coup au but
du 28 février qui a décapité la République islamique, on a espéré qu'on en vienne à bout. Pas du tout. 2 mois après, Ce que vous aviez dit, hein, elle est Vincent. renforcée. C'est ce que vous aviez dit, Vincent. Permettez-moi de... Moi, je vous suis sur ce dossier-là depuis 3 ans, 4 ans, et c'est ce que vous dites depuis quasiment le départ. Vous dites depuis le départ, attention, les rangs, je les connais, ils ne tomberont pas comme ça. Mais on peut avoir quand même l'espérance. Oui. C'est celle qui habite un certain nombre de diplomates, Non, mais qui est vous êtes un jour un thermidor J'entends à la bien. révolution iranienne, et que, voilà, peut-être que si on leur donne tout, si on leur accorde tout, la domination sur leurs voisins arabes qu'ils méprisent, la souveraineté absolue sur les eaux du Golfe, le pouvoir d'avoir des supplétifs. Vous avez remarqué, on n'en parle plus. Hein. Les Houthis, les milices iraniennes, pas un mot dans l'accord tel qu'il a été éventé. Mais peut-être que ils vont en face à ceci. Il y aurait un coup de génie à faire pour les Iraniens. Réclamer des milliards et en échange de quoi ils abandonneraient tout le nucléaire. Après tout, ils n'en ont pas besoin, ils ont Hormuz. Ça leur suffit comme souverain pour faire chanter le monde. Mais non. On va marquer une pause, mais je saluais votre expertise parce que effectivement, et les gens le savent, et c'est pour ça que lorsque vous êtes avec nous le matin, c'est important, vous êtes un des meilleurs, sinon le meilleur d'ailleurs. Mais dans ma famille. Mais j'ai envie de dire, vous n'y pouvez rien non plus. C'est-à-dire que vous avez tellement d'expérience et vous connaissez tellement cela. Mais aucune expérience. Si, non, vous avez une expérience, du recul, un peu de distance pour analyser ce qui s'est passé. Mais non, dites pas ça. Le flanc, c'est à Guérande, c'est pas ça. 9h24. C'est un gâteau, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça s'appelle un phare. Un phare. Je suis un phare dans la nuit. Vous êtes un phare dans la... Sans pruneau. Non, mais ça nous fait... C'est pas drôle, en fait. Cette situation n'est pas drôle et votre analyse est précieuse. Non, mais cette situation n'est pas drôle, bien sûr. Vous êtes très gentil. Oui, je sais. On va marquer une pause et...